Devant toute thérapeutique, il faut guetter les effets secondaires, guetter les incidents et les complications. Donc, il vaut mieux prévenir la patiente par toutes les possibilités, même si elles sont rares, pour la sensibiliser et pour qu'elle consulte à temps. Comme tout traitement hormonal, on peut avoir un dérèglement du cycle menstruel avec des métrorragies, des spottings. Le cycle qui suit la stimulation ovarienne, il est plus lent ou la plus court, avec une asthénie, des céphalées, des mastodinies, donc qui sont en rapport soit avec une hyperœstrogénie ou là une hypoœstrogénie, généralement. Les allergies médicamenteuses aussi sont à rechercher systématiquement parce qu'on va utiliser pas mal de médicaments et chaque médicament a les excipients ou des produits associés aux hormones. Donc ça va être un peu difficile de faire la part des choses, de savoir qui a provoqué l'allergie, mais c'est un incident possible. La prise du poids donc, est l'un des éléments que craignent les patientes parce que les stimulations, les techniques de PMA sont réputées voilà. Donc, c'est vrai que les traitements hormonaux vont modifier la teneur en hydrique et peut même nous donner un changement flappétit. Et par contre, ce qui fait vraiment grossir, c'est le cumul à la prise du poids. Quand on est concentré sur certains médicaments, certains protocoles médicamenteux, donc il y aura une prise de poids par secondaire aux médicaments, mais c'est le cumul HEDEC qui fait que les femmes qui sont sous traitement, sous stimulation ou là même dans les protocoles de la PMA prennent du poids. Le poids est contre la fertilité. Donc au contraire, donc on leur demande de se maîtriser et d'avoir une bonne hygiène de vie. Les accidents thromboemboliques font partie des accidents ou là des complications les plus graves qui peuvent mener à la mort de la patiente par accident thromboembolique. C'est pour ça qu'on l'intérêt d'un interrogatoire minutieux avec les antécédents personnels et familiaux, par exemple d'AVC, l'un des parents, ou surtout l'âge de l'AVC. Donc, le risque vasculaire quand on fait l'interrogatoire pour une contraception, ou même d'un œstroprogestatif, qui m'a la même chose pour les couples infertiles parce que les traitements qui comme ça peut prendre des années. Donc, où il y a des hormones, surtout par rapport aux oestrogènes, mais même comme les hormones. Donc, il faut avoir un bilan un bilan vasculaire, c'est-à-dire un bilan des antécédents et une surveillance particulière et la renouveler, non pas la faire une seule fois et la renouveler de préférence chaque année. Des modifications du cycle, pour ne pas dire troubles du cycle menstruel. Donc, on peut avoir des ménorragies, des métrorragies, on peut avoir des spottings et on peut avoir des cycles juste un peu plus lents ou un peu plus courts que d'habitude. C'est-à-dire que la fourchette normale, ça, il est modifié par rapport à d'habitude. La deuxième complication redoutable, c'est l'hyperstimulation ovarienne qu'on peut avoir même avec des doses de petites doses de la stimulation ovarienne. Je sais pas ce que tu as déjà un cas pareil avec des ovaires très augmentés de volume, des kystes, plusieurs kystes. C'est impressionnant en fléchographie. Donc même la patiente, elle peut avoir des complications graves à type d'acide majeur, donc et une insuffisance rénale, elle peut avoir des accidents thromboemboliques. Donc c'est impressionnant comme tableau. Malheureusement, il y a des cas où on est amené à faire des gestes radicaux alors que le couple en initial pour une infertilité. C'est pour cela donc il faut prévenir avant de guérir.
Le risque oncogène est controversé en littérature, mais dans tous les cas, au bout de 5 à 6 fois de stimulation ovarienne, on envoie la patiente vers les centres de PMA. On l'a prévu dès le départ. D'ailleurs, au l'interrogatoire, on va demander elle a pris ce traitement et on l'envoie vers les centres de PMA qui vont probablement la mettre sous la programmer pour une fécondation in vitro ou là une ICSI à la le TMS تاعها. Comme toute intervention, la ponction ovocytaire peut avoir des complications, mais quand on est prudent, quand on fait les gestes dans les normes, en pratique, c'est des complications qui sont infimes. Il y a des complications rares, mais décrites en littérature qu'on doit connaître toutes. On ne sait jamais une patiente qui suit un protocole particulier, un centre de PMA, et elle consulte chez nous. Les complications infectieuses peuvent être dues à une faute d'asepsie, comme elle peut être due à une perforation, par exemple, surtout il y a l'appareil digestif. Donc, on peut avoir une pullulation microbienne assez complexe et variée. Les complications hémorragiques sont heureusement rares. Le tableau clinique qui connaît le tableau les complications infectieuses avec des douleurs abdominales, il y a toujours des douleurs abdominales. Donc, et on va avoir des signes d'anémie avec une pâleur, des malaises. L'hémorragie, même s'il y a une hémorragie, généralement, donc, elle est minime, rarement une anémie. Par exemple, la ponction ovocytaire, il ne faut pas quand fait une ponction au niveau d'un vaisseau. On peut toujours s'assurer ou se vérifier avec un Doppler. Les hémorragies vaginales sont assez fréquentes, mais elles s'estompent rapidement. Donc, juste avec un tamponnage, ça s'estompe rarement de l'acte chirurgical. En ce qui concerne le transfert embryonnaire, généralement, c'est des complications à type de malaise, de crise de spasmophilie, de tétanie. Donc, on doit bien expliquer le geste à la patiente et faire une prémédication si c'est nécessaire par du magnésium ou là, même une petite sédation. Les fausses routes, les infections, donc, vont être traitées par une surveillance et hospitalisation, surveillance avec poche de glace. Et en prévention, donc, on peut donner un traitement la période hédique ou là, rechercher le foyer et soit le traiter. Bon, là, ils proposent une salpingectomie, mais ce n'est pas faisable en pratique courante. Le choix de la clinique est assez, je vais dire, compliqué. Voilà, je pense que les malades choisissent selon les réputations. Mais la réputation d'une clinique ne reflète pas à 100% ses taux de réussite parce que chaque clinique a des limites. Des conditions. Par exemple, on a la limite d'âge. Donc, donc de plus en plus, on mise au l'âge, mais plus ils يطلعوا في l'âge, plus les résultats تاعهم يكونوا ماشي mauvais, les taux de réussite يكونوا diminués. Donc, c'est pour ça que les centres de PMA, chaque centre a les conditions تاعو où ils n'acceptent pas les bilans de l'extérieur et ils doivent tout refaire pour avoir des taux de réussite les plus élevés et comme ça ils vont être choisis plus. Le côté psychologique est assez important pour la réussite des techniques de PMA, que ce soit une simple stimulation, déclenchement, induction ou même les techniques les centres de PMA. Donc il faut une prise en charge globale, multidisciplinaire de la femme et du couple. En ce qui concerne la réglementation, chaque pays a les réglementations spéciales. Qui m'a par exemple l'éthique médicale, on nous permet pas de faire le choix du sexe. Par exemple, les dons des ovocytes ou là du sperme. Donc il y a pas mal de législations qui diffèrent d'un pays à l'autre. Lorsqu'un couple consulte pour un désir de grossesse, on a un chemin à suivre, on a une échelle à monter. Donc, avec le chemin, donc c'est une succession d'étapes qu'on peut dépasser
على حسب les résultats et qu'on peut changer على حسب les résultats qu'on va trouver في le chemin تاعنا. Ça commence par juste un traitement progestatif pour améliorer la phase lutéale, donner de l'acide folique, de la vitamine D, de la vitamine E, et d'expliquer au couple et à la femme la période fertile. Et le maximum, c'est les techniques PMA avec insémination FIV et ICSI. Cela dépendra de la perméabilité tubaire et du taux de spermatozoïdes après le TMS.